Merci beaucoup. Donc, je voulais remercier le professeur Schweitzer et le professeur Labbé donc, qui modèrent cette session de m'avoir confié la tâche de vous parler des innovations dans l'imagerie. Et donc, on va commencer en fait par parler un petit peu de périmétrie, parce que l'imagerie, c'est essentiellement effectivement l'OCT, mais la périmétrie est, comme on le sait, très importante dans l'évaluation fonctionnelle des patients glaucomateux. Eh bien, je voulais simplement vous rapporter trois petites choses qui ont notamment été un peu mises en avant à la suite des épisodes de confinement liés au Covid. C'est la possibilité de réaliser de la périmétrie en fait en réalité virtuelle et grâce à en fait, les dispositifs de réalité virtuelle qu'on utilise et qui sont disponibles dans le commerce. Et en fait, il a été montré en fait, dans différentes publications, il y a différentes équipes qui travaillent dessus, qu'on avait tout à fait possibilité de réaliser donc, un examen, une périmétrie à domicile avec un matériel qui est finalement pas tellement onéreux, ce qui permet en fait de renforcer la fréquence des examens chez des patients, d'assurer le suivi de façon tout à fait ambulatoire et qui donne en plus des résultats comparables à une périmétrie de type Humphrey, ce qui est vraiment un plus. Et on voit très bien se profiler des choses, par exemple avec la tonométrie ambulatoire aussi avec le iCare Home, on peut maintenant arriver à monitorer le glaucome à la maison. Mais on va repasser sur d'autres innovations. Il y a eu des publications, moi, que j'ai trouvées tout à fait incroyables cette année sur la corrélation structure-fonction. Donc, dans le glaucome, vous savez que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et en fait, une première publication qui précisait, en fait, donc c'est par une technique d'imagerie en OCT, avec un OCT Topcon, avec un DRI Triton, qui permettait de en fait, apprécier sur une population de 204 UE, donc patients glaucomateux débutants avec des MD qui étaient en moyenne aux alentours de 4 décibels, qui mettaient en avant en fait des choses vraiment très intéressantes sur la topographie en fait des différentes pertes en fibres observées. On retient que classiquement, effectivement, 71% des patients présentaient des atteintes du faisceau papillomaculaire, donc l'atteinte la plus classique. D'autres patients avaient des atteintes un peu plus excentrées avec le fameux ressaut nasal qu'on a souvent en périmétrie à un stade débutant. Mais vraiment, la donnée qui était intéressante, c'est que chez 17% des patients, on retrouvait d'emblée des atteintes au niveau du faisceau papillofovéal, c'est-à-dire une atteinte précoce centrale. Et c'est Christopher Long hein, qui a publié donc, la topographie sur sur ces 200 UE, qui est vraiment quelque chose d'intéressant à retenir du point de vue de la corrélation structure-fonction. Je voulais également vous parler de cette publication qui a été co-signée par David Crabb, donc qui est vraiment très innovatrice, intéressante. En fait, ça se base un peu sur de l'intelligence artificielle. Et le mérite de cette publi, c'est en fait, de rassembler 6400 patients, 11 000 lieux, 21 000 champs visuels, et tous les patients sont imagés en OCT. Et le but, en fait, à la base, l'idée de cette équipe, c'était de prédire le champ visuel grâce à l'atteinte en OCT. Chose qu'ils arrivent à faire parfaitement, mais ça a permis également de renforcer, je vous ai mis cette belle carte, en fait, qui correspond au point du champ visuel en périmétrie 24,2, et ça vous permet d'avoir une corrélation structure-fonction, donc sur les bosses en rouge, de vous préciser donc sur plus de 11 milieux, en fait, la topographie en fait, des pertes en fibres qui aboutissent à une atteinte sur ce point du champ visuel particulier. Et on peut comparer donc avec vraiment l'examen, enfin, la publication de référence qui est celle de Garwis de 2000, qu'on retrouve sur beaucoup d'analyses de corrélation structure-fonction, notamment dans Forum, en fait, qui apparaît en gris. On a des choses qui sont beaucoup plus précises, détaillées, et vraiment, on fait des progrès tout à fait dingues à l'heure actuelle, en fait, avec des données sur des masses de patients. L'innovation concerne également l'analyse de progression dans le glaucome. Alors, je vous rappelle que dans ces dernières recommandations, l'EGS précise bien que le diagnostic et l'évaluation de la progression du glaucome fondée uniquement sur l'OCT, c'est une mauvaise pratique. Néanmoins, on est là dans une session innovation et je vous montre un petit peu les choses récentes à ce sujet. Alors, il y a des publications un petit peu plus anciennes de 2016 qui montraient effectivement, qui caractérisaient en fait la perte en fibre à plus de 0,9 microns par an chez les patients glaucomateux. Ça a été bien souligné dans une autre vaste population, la Duke Glaucoma Registry Study. On est tombé exactement, donc c'est l'équipe de Medeiros en fait, qui est tombée exactement sur les mêmes pertes. Et retenez qu'en gros, une perte en RNFL de plus de 1 micron par an est suspecte de progression chez un patient glaucomateux.
Et ça veut dire qu'il faut, bien sûr, à la condition de suivre les patients sur les mêmes OCT, renforcer la surveillance et aller vers des pressions plus basses chez ces patients-là. L'autre chose qui est intéressante et qui est également assez récente, c'est qu'on sait qu'on a une susceptibilité qui est variable selon l'âge en fait à la pression. Euh, Retenez qu'en fait, plus les patients sont âgés, plus l'élévation de PIO va entraîner une perte en RNFL. Les patients plus jeunes sont finalement protégés et l'âge est un facteur vraiment déterminant dans la relation qu'il y a entre élévation de PIO et perte en RNFL. Et pour ce faire, je vais vous montrer deux patients que je suis. C'est des patients qui sont militaires, hein. Je suis des patients militaires, comme je suis médecin militaire, et donc parfois des patients hypertones. Ça, c'est un homme donc, qui est âgé de 44 ans, qui a des pressions qui fluctuent entre 24 et 30 mm de mercure, une plaque qui épaisse, pas d'antécédent, patient hypertone qui est non traité, son dernier examen. Et en fait, je le suis depuis donc là, on a le suivi, je le suis depuis 2014, hein, donc ça fait 9 ans. Et vous voyez que sur les cartographies du GCC, on a une stabilité qui est absolument parfaite sur 9 ans. Également au niveau donc des analyses d'événements. Et c'est exactement la même chose sur l'analyse RNFL. En fait, on a une progression qui est nulle, des tracés qui sont parfaitement plats, avec une stabilité vraiment très belle. A contrario, un autre patient, que je suis également depuis 11 ans, lui, âgé de 57 ans, des pressions qui fluctuent entre 24 et 30 et qui m'ont poussé sur un aspect quand même du nerf optique, cliniquement en tout cas, à traiter le patient. Donc je l'ai revu en fait il y a quelques semaines. Sous latanoprost, il avait 22 de tension. Au niveau périmétrique, rien à signaler, il est parfaitement stable. Et au niveau de son dernier ROCT, en fait, est-ce qu'on a une perte en fibre aux deux yeux ou est-ce que c'est simplement une anomalie de distribution dans le faisceau temporal inférieur? C'est vraiment difficile à préciser. Pourtant, grâce à l'analyse de progression, en fait, on a le suivi hein, ici 11 ans, on voit apparaître, en fait, on voit se creuser une perte en fibre ici inférieure qui également apparaît en fait au niveau du GCC dans la zone où se projette en fait la perte temporale inférieure chez ce patient. Et donc, à partir de ces données et cette analyse de progression est vraiment importante pour marquer une réelle progression chez ce patient à qui j'ai donc augmenté le traitement. On va également parler de l'innovation et de l'OCT-angiographie. Alors cette image, ce film-là que vous voyez passer, c'est pas du glaucome, hein, c'est un nouvel appareil chinois avec des vitesses d'acquisition énormes. Vous voyez que ça vous fait une acquisition grand champ, à la fois structure et fonction. Et on va arriver immanquablement dans le glaucome à avoir ce type de machine avec des acquisitions qui vont tout combiner en même temps. Alors que retenir de l'OCT-angiographie? Eh bien, on sait que ça nous donne donc un angiogramme au niveau du plexus superficiel, au niveau maculaire, au niveau péripapillaire. Donc on a de très très bonnes corrélations avec l'OCT structure et on voit ici par exemple chez ce patient qui a une perte en fibre inférieure, une raréfaction de l'angiogramme en temporal inférieur qui se projette au niveau de l'aire maculaire également et qui correspond à ce scotum. On sait qu'en fait, on a une corrélation structure-fonction OCT, une corrélation entre l'OCT structure et l'OCT angiographie qui est très bonne au niveau RNFL et au niveau maculaire, qu'il n'y a pas de supériorité avérée entre l'OCT angiographie et l'OCT, et que malheureusement, pour l'instant, les modifications d'angiogramme ne permettent pas de caractériser à l'heure actuelle un glaucome à pression normale d'un glaucome primitif angulaire, ce qui était un petit peu un espoir dans l'OCT angiographie. En effet, on sait que l'océtangiographie présente un intérêt philologique vraiment important. Et ça, c'est une publication que je voulais vous signaler d'il y a 1 an et demi, en fait, qui montrait en fait, des patients, donc c'est pas sur beaucoup de patients, c'est sur 17 yeux, opérés de trabéculectomie, avec des tensions qui étaient aux alentours de 16 plus ou moins 4 mm de mercure avant chirurgie, sous maxithérapie, donc 3 traitements, et opérés sans traitement, 10 de tension. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la décompression et l'arrêt du traitement, au niveau des fibres, finalement, pas grand-chose se passe. On a toujours 72 microns, on avait 72 microns d'épaisseur et après décompression, on est à 74 microns. Le champ visuel n'a pas bougé. Par contre, l'angiogramme, la densité vasculaire, elle bouge énormément. Elle passe de 36% avant la chirurgie à 55% après. Et on voit sur les cartes de mauvaise perfusion, on a une surface qui est de 4 mm² en moyenne versus 1,8 après décompression. C'est-à-dire que à la fois l'arrêt des traitements et la baisse de la pression vont considérablement modifier l'angiogramme, alors qu'au niveau de la structure, finalement, ça ne bouge pas. Et c'est vraiment l'intérêt de ces OCT en géographie.
Une autre chose qui est vraiment très intéressante, c'est l'OCT au niveau de la choroïde péripapillaire, parce qu'on sait que c'est un lieu de fragilité vasculaire et que la vascularisation de la lame criblée en particulier se fait via le cercle de Zinalaire à cet endroit-là. Une publication qui a signalé de 2022 qui définissait les choroïdrales microvasculature dropout, c'est-à-dire des défects de la microvascularisation quand on étudie la choriocapillaire autour du nerf optique, montrait qu'il y avait une progression chez ces patients atteints donc, de défects de la choriocapillaire péripapillaire qui était une progression plus sévère avec des scotums plus centraux et des glaucomes plus graves. Voilà un exemple que je vous montre dans un de mes patients. Donc, vous voyez, c'est un patient qui a un glaucome plutôt unilatéral à droite avec une belle perte en fibre inférieure. Au niveau de l'angiogramme, effectivement, on a une atteinte qui est parfaitement corrélée de la structure. Et quand on vient analyser la choroïde ici, eh bien, vous voyez, je vais vous grossir si ça fonctionne. J'aimerais bien que ça. Voilà. Je vous grossis cette coupe. Eh bien, on voit en fait ici un défect au niveau de la choriocapillaire et ici une baisse de la densité vasculaire de la choriocapillaire péripapillaire, donc qui correspond à cette nouvelle entité probablement intéressante à surveiller dans l'avenir. Ce qu'il faut retenir de l'OCTA, de ses forces et de ses faiblesses, eh bien, c'est qu'au niveau physiologique, on a une meilleure compréhension physiologique du glaucome à venir probablement avec cette technologie, qu'on a également une très très bonne corrélation OCT structure OCTA, et un intérêt de l'OCTA, c'est l'absence de plancher dans le glaucome agonique. Par contre, dans ces faiblesses, eh bien, ce sont des acquisitions qui sont difficiles, elles sont longues et bien souvent artefactées. Il n'y a actuellement pas non plus de base de données normative comparée à l'OCT structure. Et puis, comme on l'a vu, il y a des facteurs de confusion nombreux, ophtalmologiques, les traitements hypotonisants en particulier qui modifient l'angiogramme, la dilatation pupillaire également, et des facteurs systémiques, bien entendu, chez les patients diabétiques ou qui présentent une hypertension artérielle traitée. Voilà, donc je voudrais vous terminer cette présentation sur les innovations avec un petit cas clinique. Donc ça, c'est une patiente qu'on m'a référée, 57 ans, qui a eu une hémorragie papillaire à droite il y a un an. Pas d'antécédent particulier, PIO maximal sans traitement sur la simulette de mercure. Et bien, quand on observe les nerfs optiques, on voit bien qu'on a une asymétrie, qu'on a une encoche inférieure et qu'on a une belle perte en fibre sur cette rétinophoto. Donc, immanquablement, c'est un glaucome tout à fait typique. Eh bien, si je l'image avec la périmétrie, il y a un champ visuel qui est strictement normal. Si je regarde rapidement l'OCT, je vois rien de particulier, tout est vert partout. Alors, avec un petit peu en aiguisant un petit peu l'analyse, on voit quand même qu'on a une petite perte en fibre très localisée ici, qu'on retrouve par là, et qu'on a un GCL minimum qui a 75 microns versus 90, une toute petite atteinte de ce côté-là. Et que sur l'angiogramme, on retrouve également une petite perte, mais que finalement, c'est pas, quand on regarde les indices de perfusion et de flux, on est globalement sur des valeurs qui sont quasiment les mêmes. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le plus important chez cette patiente, c'est de regarder la rétinophoto, qu'on a beau avoir beaucoup d'innovations en imagerie, il faut quand même toujours évidemment se rattacher à l'examen clinique et à l'examen du disque et aux rétinophotos qui sont toujours très très importantes. Voilà, donc en conclusion, on a de nombreuses innovations, vous l'avez vu, l'OCT en géographie, mais aussi dans l'analyse de progression, dans la corrélation structure-fonction, un petit peu dans la périmétrie. À mon sens, la plus grande innovation à venir, ça va être l'intelligence artificielle, qui sera sans doute un apport majeur dans le diagnostic et le suivi. Et je pense que Florent Aptel va nous en parler par la suite. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Rémy. Merci beaucoup pour ce beau panel des innovations en imagerie.